Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de voir autant de monde en présentiel enfin. Alors, ma présentation porte sur l'état de connaissance en lien avec le programme de suivi de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Et je vais commencer avec une présentation d'Agiro, étant donné qu'il y a plusieurs personnes d'Agiro qui vont présenter après moi. C'est en guise d'introduction pour tout le monde. Ensuite, je vais vous faire un petit retour sur les territoires du bassin versant, le programme de suivi de la qualité de l'eau financé par la Ville de Québec. Je vais aller aussi sur les principaux constats. Je vais rester relativement bref sur les constats, étant donné qu'il va y avoir des présentations qui vont approfondir certains éléments. Ensuite, je vais parler de 2 projets de recherche en cours qui ne seront pas présentés aujourd'hui, mais j'espère qu'ils pourront être présentés l'année prochaine avec la prochaine journée Sciences Action. Et ensuite, on va terminer avec les recommandations qui guident nos actions et quelques commentaires finaux éditoriaux en guise de conclusion. Agiro réalise depuis plus que 40 ans des actions en environnement et collabore à des initiatives dans le but de protéger l'eau et les écosystèmes naturels faisant partie du bassin versant de la rivière Saint-Charles à Québec. Donc, on apporte notre expertise, notre soutien aux partenaires régionaux, les associations de lacs, les municipalités, des organisations, des citoyens aussi, par des interventions comme le programme de suivi et de la qualité de l'eau, la recherche sur les ressources en eau que je vous présente. On a également beaucoup d'activités en action de restauration environnementale que mes collègues vont vous présenter tout à l'heure, tout comme des projets sur la conservation des écosystèmes. La partie qui n'est pas abordée aujourd'hui, c'est tout le volet formation et sensibilisation relative à la préservation de l'eau, mais je vous invite fortement d'aller voir sur le site web les cartes narratives et les autres informations qui sont disponibles pour le lac Saint-Charles. D'ailleurs, je vous le présente, le lac Saint-Charles. On le voit très bien. On a la vision à partir aérienne du bassin sud du lac Saint-Charles et le bassin nord dans le fond de l'image. Donc, pour se rappeler, le bassin versant de la rivière Saint-Charles a 550 km² dans son ensemble. La rivière prend sa source au lac Saint-Charles, se verse en Basse-Ville, dans le fleuve Saint-Laurent. Et généralement, quand on parle de ce bassin versant-là, on le divise en 3 parties. Donc, on a le bassin versant de la rivière Saint-Charles en entier. On a le bassin versant de la prise d'eau, donc là où se situe Château d'eau à la hauteur de la nation Huron-Wendat. Et ensuite, on a le bassin versant qui est celui-là qui influence le lac Saint-Charles. Donc, ce qui est important à retenir pour toute la présentation, c'est que même si on parle beaucoup du lac Saint-Charles comme étant le réservoir d'eau principal pour la Ville de Québec, qui a un rôle stratégique en temps d'étiage pour alimenter les eaux, la prise d'eau est quand même influencée beaucoup par la rivière Nelson qui passe ici dans le secteur de Valcartier, la base militaire et le secteur de Val-Bélair, et se jette à seulement quelques centaines de mètres de la prise d'eau, donc une influence forte potentielle sur la qualité d'eau dans les moments d'inondation et d'autres problématiques de déversement. Et ensuite, on a le bassin versant complètement à droite, qui est le bassin versant de la rivière Jaune, qui draine entre autres le lac Beauport et qui se jette dans la rivière Saint-Charles, en aval du lac Saint-Charles, encore une fois, quelques centaines de mètres en aval du lac Saint-Charles. Et le lac Saint-Charles qui reçoit l'eau du bassin versant de la rivière des Hurons, donc Stoneham et Tewksbury, la ville de Lac-Delage et toutes les petites affluents alentour du lac. Donc, en termes d'occupation du territoire, sans vous aller trop dans les chiffres, là, on voit juste la vue du haut bassin. Vous allez voir, c'est que les problèmes qu'on voit de plus en plus récurrents ou qui s'amplifient ou qui sont la cause du problème, c'est les installations septiques. On a en tout et partout 5000 installations septiques sur le territoire, donc 2000 dans le bassin versant du lac seulement. Marie-Joëlle Desgagnés va vous en parler plus tout à l'heure. Et en plus, on a 2 usines de traitement d'eau usée avec des étangs aérés qui, dans les rejets, vont plus ou moins directement dans le lac Saint-Charles. Dans le cadre de la ville de Lac-Delage, je ne sais pas si vous voyez le point. On a une usine de traitement d'eau usée de la ville de Lac-Delage qui se jette directement dans les marais du Nord, donc direct dans le lac Saint-Charles.
Et après ça, on a l'usine de traitement d'eau usée de Stoneham et Tewkesbury qui se jette dans la rivière des Hurons en amont du lac Saint-Charles. Après ça, on a des problèmes de coupe forestière, on a des problèmes d'étalement urbain, de densification, d'imperméabilisation des sols, des sels de voirie, tout ce qui vient avec. Donc, pour documenter toutes ces problématiques-là, on a mis en place en 2010 et en 2011 un programme de suivi de la qualité de l'eau pour avoir un portrait spatio-temporel de la qualité de l'eau du bassin versant grâce à des données fiables, comparables et compatibles, avec aussi une planification stratégique de l'ensemble des activités à partir de la prise des besoins par des approches participatives, donc savoir c'est quoi les besoins de connaissance des acteurs du territoire pour qu'ils puissent utiliser l'information pour prendre les bonnes décisions par après. Ensuite, on fait une planification avec l'équipe de l'IMNO qui est en bonne partie ici pour faire vraiment les activités de terrain, d'avoir la planification vraiment au quart de tour avec le laboratoire de la Ville de Québec, avec tous les outils, les appareils, la logistique, pour ensuite produire ces données-là qui sont vérifiées, gérées dans une base de données et ensuite exploitées pour les études pour les suivis long terme, mais qui sont aussi après ça mises à disposition pour des projets de recherche dont vous allez en prendre connaissance aujourd'hui, entre autres avec la présentation d'Alain Rousseau tout à l'heure et d'autres. Donc, le programme de suivi, ça sert à ça. Les données servent à faire des études. Et la partie qu'on ne fait pas juste pour sortir, c'est la surveillance, qui est la partie où ce que, mettons, une ville doit faire un suivi des eaux usées à la sortie d'une usine pour la conformité. Mais on utilise souvent ces données-là aussi pour les intégrer dans nos études. Donc, le programme de suivi, juste pour vous donner quelques chiffres, ils sont déjà plus à jour. J'ai mis les chiffres dimanche. Ce matin, j'ai regardé. Il y en a qui étaient actifs. Ils ont ajouté des points d'échantillonnage. Mais c'est 16 000 sorties de terrain, 5 000 documents et photos. On a même les documents, les anciennes études que Warwick Vincent mentionnait tout à l'heure des années 80 qui sont là-dedans. 450 000 résultats de sondes des laboratoires, 30 000 résultats d'observation de terrain, 224 paramètres de mesure mesurés par le labo, analysés, 150 protocoles relatifs aux outils de terrain et l'utilisation au maintien de sondes, 223 étendues d'eau échantillonnées sur 549 counting points d'échantillonnage, le tout financé par la Ville de Québec et des nombreux partenaires scientifiques et beaucoup de citoyens qui nous donnent aussi accès à leur plan d'eau. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est quelques constats sur les rivières du haut bassin versant de la rivière Saint-Charles, sur les lacs du haut bassin du lac Saint-Charles, évidemment, pour terminer le lac Saint-Charles. Il y a des éléments que je ne présente pas des résultats en détail, mais sachez que si on a une multiplication aussi importante de points d'échantillonnage, c'est que quand dans notre suivi régulier, on observe entre 2 points d'échantillonnage une problématique, un changement drastique de la qualité d'eau importante. On fait des enquêtes approfondies, c'est-à-dire qu'on va marcher la rivière, on va étudier le territoire vraiment à peigne fin. Ensuite, on va faire des suivis à tous les exutoires pluviales, à tous les exutoires qu'on soupçonne pour vraiment savoir sont où les problématiques et pour soumettre ces informations-là après aux municipalités concernées pour qu'ils puissent agir. Et le résultat de ces enquêtes, c'est le résultat d'une très bonne nouvelle c'est qu'on a de moins en moins de coliformes fécaux, de contamination fécale dans les cours d'eau du bassin versant parce qu'il y a eu le raccordement des égouts inversés. Il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été réglées grâce à ces enquêtes-là. Et on les voit dans le suivi long terme qu'il y a définitivement une amélioration. Je compte moins loin pour les coliformes maintenant qu'avant. Donc, les rivières du Haut-Bassin, le premier, c'est la rivière Nelson et son bassin versant. C'est un bassin versant qui est relativement naturel dans le nord, mais qui, après ça, après son passage dans la base militaire dans le secteur de Val-Bélair, connaît beaucoup de problèmes. En fait, je vous rappelle, c'est la rivière qui se jette en amont de la prise d'eau à quelques centaines de mètres. Il y a une densification vraiment énorme, mur à mur, qui se fait présentement dans ce bassin versant-là, qui a comme effet de plus en plus des problèmes d'inondation, des inondations récurrentes, et on le voit dans la maison qui est juste là. C'est juste un exemple, ça peut stagner des fois pendant 1 à 2 semaines dans ces secteurs-là. Donc, c'est l'eau qui lessive tous les contaminants qui se ramassent à l'entrée de l'UTE.
Et on voit aussi que le reflet de cette densification-là par la conductivité spécifique qui est l'expression des ions dans l'eau. Puis on sait que c'est, dans ce cas de la rivière Nelson, les sels de voirie qui sont un problème, un sujet qui va être abordé tout à l'heure également. Donc, qui dit densification dit inondation, avantage de sels de voirie dans le cours d'eau et des problèmes qui viennent avec là des 224 paramètres analysés. La rivière Jaune connaît des problématiques semblables, avec un petit peu moins d'intensité, si on veut, pour l'instant, mais il y a quand même vraiment cet enjeu de densification, d'étalement, de développement dans ce bassin versant-là. On a également beaucoup d'installations septiques qui sont dans le secteur du lac Beauport en montagne. Et on a des problèmes de sels de voirie aussi qu'on voit tantôt avec le lac Clément. Vous allez voir, c'est vraiment l'endroit où c'est assez extrême en termes d'augmentation des sels de voirie dans ce bassin versant. Fait qu'il faut se rappeler, oui, ça ne se jette pas dans le lac Saint-Charles, mais n'empêche que c'est la partie qui influence quand même la rivière en amont de la prise d'eau. La rivière du Huron, c'est donc le bassin versant qui alimente le lac Saint-Charles en tant que tel. Et la rivière du Huron, il y a encore une fois l'étalement, il y a la densification, il y a de plus en plus d'installations septiques, les eaux usées que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais il y a un élément qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a suite à la construction de l'autoroute qui mène vers le parc des Laurentides, il y a eu énormément d'érosion pendant la construction qui influence encore la rivière du Huron. On a l'érosion des berges, on a de l'ensemblement de la rivière qui a complètement changé le cours d'eau. Et il faut laisser l'espace de liberté à nos cours d'eau. On dit, le cours d'eau sort de son lit, c'est pas vrai. Nous, on est dans les lits de la rivière. Et Giancarlo Cesario, qui est là-bas dans le fond de la salle, a fait une superbe carte pour montrer était où la rivière avant, où ce qu'elle est aujourd'hui. Puis on voit qu'elle a besoin de son lit. Son lit est large, puis pas comme ça. Et nous, on est tous dans son lit, et pas le contraire. Après ça, les autres problèmes dans le bassin versant, c'est la coupe forestière. On a vraiment un problème, surtout en tête de bassin, qui amène son lot de problèmes également. C'est pour ça les projets de conservation que vous allez entendre parler tout à l'heure. Par rapport au lac, je ne veux pas aller dans les détails pour tous les différents lacs. Ce que je veux souligner, c'est que c'est important que les gens sur place, les associations, aient l'information locale de leur lac, de leur bassin versant qui influence leur lac, pour qu'ils puissent prendre les bonnes actions et défendre le lac pour le protéger à long terme, comme l'Association des Trois Petits Lacs qui est ici et d'autres, pour ne pas arriver à des problèmes qui sont assez graves, comme par exemple au lac Clément, qui est un lac qui est un tout petit bassin versant, qui alimente la rivière Jaune, où ce qu'on parle normalement, on est supposé d'être en conductivité spécifique sur le bouclier canadien de 20 microsiemens pour un lac à l'état naturel. Puis le lac Clément, quand ça va bien, il est à 7 à 800 microsiemens, des fois jusqu'à 2000, les affluents jusqu'à 5000 microsiemens. Le lac est en déperdition complète. Et en plus, l'effet ultime des sels de voirie, c'est un effet on les mesure, François Proulx ici le mesure depuis les années 70 à l'UT de Québec, une constante augmentation. Et on voit que le bruit de fond, ça augmente tout le temps et ça a un effet sur la corrosion, ça peut corroder les infrastructures municipales et amener d'autres types de problèmes. Donc, le lac Saint-Charles, Mme Vasselin l'a déjà très bien dit, le lac Saint-Charles, il a pris un coup de vieux, en quelque sorte, si vous permettez l'expression, parce que ce n'est pas très scientifique de dire ça comme ça, mais il a pris un coup de vieux, notamment pendant la construction de l'autoroute. Il a passé d'un état mésotrophe à méso-eutrophe et c'est vraiment l'impact cumulé de toutes les activités anthropiques sur lesquelles on doit intervenir pour que le lac puisse garder, somme toute, une bonne qualité de l'eau.
Les bonnes nouvelles pour le lac Saint-Charles, c'est qu'on a fait une étude de l'intégrité écologique du lac en 2017-2018 qui montre que le lac est vraiment en très bonne intégrité écologique, les poissons, les diatomées, toute la chaîne alimentaire dans le lac. Ça veut dire qu'on a la belle opportunité que si on agit, qu'on amène des activités structurantes, là, le lac va nous remercier assez rapidement par rapport à l'amélioration de son état général. Son état général, oui, dépend de la rivière du Huron parce que c'est le principal affluent, mais il passe quand même aussi assez direct dans le lac. Alain Rousseau a probablement en parlé tantôt. Puis on a tout plein une quarantaine d'affluents alentours qui amènent un lot de problèmes. Et c'est pour ça qu'on a les projets de gestion optimale des eaux pluviales pour améliorer la situation alentour des lacs. Donc, on a les événements des fleurs d'eau de cyanobactéries qu'on illustre ici, qu'on est encore en train d'évaluer les différentes hypothèses, mais entre autres, on a plus de floraison de cyanobactéries quand c'est des étés chauds, secs, où on a une bonne stabilité de la colonne d'eau. Et vous voyez sur cette photo-là à quel point que le lac était à sec en 2021. Il n'est pas trop tard pour agir. Je vous invite à aller voir les vidéos sur les cartes interactives. Il y a Warwick Vincent ici qui est sur la photo, mais ici en présentiel aussi. Vous pouvez l'écouter ou lui parler en direct. Et ça nous amène à des recommandations qui guident les actions. Donc, on a parlé des raccorder les usines de traitement d'eau usée, les installations septiques au maximum. Ça, c'est l'enjeu principal pour avoir un effet qu'on va vraiment voir la différence pour le lac. Il y a les projets de conservation, les projets d'entretien de la voirie, les surfaces imperméabilisées, l'éducation, donc les communautés apprenantes et on poursuivre les connaissances à acquérir. Vous allez avoir plus de détails sur chacun des actions qui ont été mises en place suite à ces recommandations dans les présentations de la journée. Donc, on a deux projets de recherche qui ne seront pas présentés aujourd'hui. Il y a celui-là de Giancarlo Cesario qui est en train de voir comment on peut avoir un effet couplé des différentes activités et interventions, les petites et les grandes, pour améliorer la situation du lac. C'est une nouvelle approche de gestion intégrée par bassin versant que vous allez avoir la chance d'écouter l'année prochaine. Il y a un projet aussi qui vérifie, avec Charlotte Bergeron qui est ici, qui vérifie, on sait en laboratoire que les cyanobactéries ont un effet de tuer, la myriophylle a un effet pour pouvoir de tuer les cyanobactéries. Et en laboratoire, ça a été démontré et on veut tester ça dans le lac à échelle nature. Donc, c'est tout un défi. Donc, pour terminer, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que toutes les actions sont importantes, chaque élément est important, mais les actions structurantes sont à venir, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir le raccordement des usines de traitement d'eau usée, les installations septiques. Et comme Mme Asselin l'a déjà dit, c'est que le lac va nous le remercier rapidement, mais vraiment seulement à condition de ne pas permettre des activités qui contrebalanceraient ces efforts. Donc, il ne faut pas penser parce qu'on pose un geste comme le raccordement qu'on peut densifier en même temps. Parce que là, on va vraiment faire l'effet contraire. Et on doit vraiment, en face des changements climatiques, on doit mettre en œuvre d'autres stratégies efficaces sans tarder, c'est-à-dire de vraiment avoir une réduction de la consommation de l'eau potable. Et je pense que ça passe par l'implantation des compteurs d'eau. Même si on ne charge pas tout de suite, les gens vont prendre conscience de leur consommation de luxe et abusive, pour citer François Proulx, quand ils remplissent les piscines, et aussi de travailler sur la réduction de l'imperméabilisation des sols, autant chez les citoyens que chez les industries et autres, comme il y a des exemples aux États-Unis puis en Europe où on taxe les gens par rapport à la superficie imperméabilisée de leur propriété. Donc voilà, merci beaucoup. Je termine avec une image très triste qui est les marais du Nord en période d'étiage. Ça, c'est du jamais vu. On a vraiment manqué d'eau. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Moi, j'aurais une précision. Oui. La productivité, ce n'est pas moi qui la mesure depuis 1960. Non, les sels. Mais en fait, Ouais, pas toi personnellement. Là. Non. Ouais.
Ma question essentiellement, est-ce que vous travaillez sur, c'est-à-dire sur les différents projets au Q2, R22 ou 23 là, maintenant, je ne sais plus où on est rendu là-dedans, pour amener des solutions autres, évidemment, dans l'ensemble du bassin, on ne pourra jamais raccorder tout, là, mais d'ailleurs, on a mis en place, nous autres, un programme de subvention pour, en fait, c'est pas une subvention, mais on va financer la refonte des installations septiques sur notre territoire, un peu au même titre qu'une taxe de secteur là, lorsqu'ils font le raccord à l'égout, ce qui va peut-être encourager les gens à changer leur installation, mais en tout cas, j'espère et je souhaite qu'un jour, on ait de meilleures installations et d'autres choses. Est-ce que les toilettes à compost, par exemple, pourraient être un jour acceptables et ainsi de suite? Y a-t-il des actions? Oui, pour les actions très concrètes, tantôt, je vais laisser Marie-Joëlle répondre pour les actions concrètes sur le territoire. Mais là où on travaille déjà en amont, c'est qu'on a été partie prenante d'un comité avec Réseau Environnement pour aller vers un assainissement 2.0 pour la province de Québec. Donc, l'objectif, c'était pour les usines de traitement d'eau usée, d'aller vraiment vers une amélioration des procédés à l'image de l'Europe, des procédés tertiaires, les quatrièmes, et surtout d'arriver à ce qu'on ne déconnecte pas le traitement des eaux usées, des usines d'eau usée avec le développement sur installation septique, qui a toujours un lien à faire entre le développement et le traitement des eaux usées. Parce que la manière que ça fonctionne présentement, c'est qu'on peut développer sur ISA, puis il n'y a aucune obligation d'être accordé à une usine de traitement d'eau usée. Et dans les recommandations, il y a aussi la question de la densité sur les installations septiques autonomes. Parce que présentement, la réglementation ne prévoit pas des limitations à X nombre d'installations sur X kilomètres carrés. Donc, on peut construire des villes en entier sur une installation septique autonome, puis ça, en soi, c'est un problème. Fait qu'on a émis des recommandations au réseau environnement qui ont été remis au gouvernement du Québec. Et je laisse Marie-Joëlle préciser d'autres choses plus tard. Merci pour la présentation. Je ne vais pas ouvrir une boîte de Pandore, surtout pas, là, mais je suis vraiment étonné que vous évoquiez la question des compteurs d'eau. Moi, j'habite Sainte-Foy et ils sont venus le débrancher, l'enlever. Et est-ce que vous êtes au fait que dans les officines de la ville, on pense à remettre des compteurs d'eau? Je suis un peu... Non, c'est pour je suis très étonné par cette... en fait, j'avais dit qu'à la fin, ça allait être un peu un éditorial. En fait, c'est vraiment ma très profonde conviction qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Et présentement, si on veut vraiment avoir vraiment une compréhension complète et fine de la consommation d'eau, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui est consommé par qui, quand et comment. Donc, il y a deux choses. Hein. Il y a mesurer et tarifier. C'est deux choses différentes. Ça, exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit sans nécessairement tarifier. Juste le fait qu'on mette un compteur pour savoir qu'est-ce qui est vraiment consommé, qui, quand, à quelle heure, pour mieux gérer la ressource, pour mieux gérer le réseau potentiellement. Et ultimement, les gens, juste par ça, ils vont prendre une certaine prise de conscience. Je sais qu'on n'est pas en tarification, mais il y a 10 villes au Québec qui tarifent déjà, surtout la consommation de luxe. Donc, je pense que c'est une avenue. Puis je sais que c'est une boîte de Pandore. J'en ai déjà mentionné. M. Laborde m'a déjà dit en journée sciences scientifiques il y a plusieurs années, it's not going to happen. Ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'ultimement, pour la préparation au changement climatique, il ne faut pas laisser ça de côté. Ça va? Parfait. Merci beaucoup.